parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace ce lundi. Merci de votre fidélité. Merci à vous tous qui nous regardez à l'international. Mesdames et messieurs, plusieurs mois s'offrent à vous, évidemment, pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, ce que je vous recommande d'ailleurs fortement. Hashtag Espace GG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. À la une, en Guinée, le climat politique et social sent le soufre. Il le dit ce matin, Tamba, à force de violence physique et verbale, fréquemment arbitraires. Les lignes tenues par les acteurs sociaux, politiques, vont finir par se raidir. L'avenir brumeux, les voix de la paix étouffées. La Guinée entre donc dans une période électorale, difficile et fort cruciale pour l'avenir de la nation et de la démocratie. À 2 semaines du scrutin présidentiel, les réserves sur le processus électoral, parfois vertement exprimées, semblent nourrir ici et là quelques excès évocateurs comme en Moyenne-Guinée et en Haute-Guinée les jours passés. Comment réussir donc à la Guinée un processus électoral apaisé? Nous posons cette question ce matin chez les GG. Que peut-on attendre de chaque acteur engagé dans le processus? Khalifa Gassama Diaby, activiste, ancien ministre de la République, il est notre invité ce matin chez les GG. Grand oral donc à suivre pour votre plus grand bonheur avec Moussa Moïse là. Bonjour mon cher Moïse, bonjour et bienvenue. Bonjour mon cher Lamine Guirassi. Très beau ce matin, hein? Merci, je suis toujours mignon, tu sais. Toujours mignon. Oui. Je suis tout mignon. Moussa, il manquait plus que ça. Il ne faut pas le regarder comme ça. Hein? C'est Moussa, c'est du Moussa Moïse. Bonjour mon cher Tamba. Bonjour Lamine, bonjour bienvenue. À tous. Bonjour Roby, bienvenue. Bonjour, mignon avec le ventre devant. Moussa Yoruba, bonjour. Oui, il me demandait, quand je lui disais que je le suivais, avant que je ne vienne ici, il dit, mais tu me trouvais mignon, non? Bonjour Lamine. Bonjour Ahmed Kourouma. Ouais, bonjour, n'écoute pas les jaloux, tu as croqué ce matin. Voilà. Ça y est. Il manquait plus que ça. Oui. Il manquait plus que ça. Mais Ahmed se cherche un allié. C'est tout simple, hein. Comme d'habitude. Il se cherche d'ailleurs dans cette émission. Hein. Voilà, il se cherche d'ailleurs dans cette émission, il faut le rappeler. Mon cher Tamba, on s'intéresse évidemment à l'actualité ce matin. À l'actualité, à cette sortie, c'est une communication de la Haute Autorité de la Communication. Oui. Nous attendions cela absolument au regard des discours que l'on a commencé à entendre. Chacun y va de sa bonne liberté, de son beau droit, pour évoquer la guerre, pour évoquer les affrontements. On est revenu il y a quelques jours encore sur cette attaque du cortège du Premier ministre et du ministre Mokhtar Diallo en Moyenne-Guinée. Oui. Tous ici à l'intérieur de ce studio, nous l'avons condamné et avons invité les acteurs, notamment cités dans le dossier, pour la paix, justement à s'exprimer et à dire leur condamnation. Non pas en une déclaration de principe, à dire comme par exemple on a pu l'avoir ici avec Ousmane Gawal Diallo, parce qu'il y a une véritable nuance à l'intérieur de sa communication. C'est quand par exemple vous réaffirmez un principe précis face à une situation, vous réaffirmez un principe. Oui. Or, dans le contexte qui était le nôtre la dernière fois, ce que nous demandions, ce n'était pas plus d'affirmer un principe que de condamner une forfaiture. Il y avait une véritable nuance là-dessus. C'est vrai, quelques jours après, et quoi qu'on dise, il faut revenir le saluer. El Hadj Selou Dalen Diallo a eu cette communication où il condamnait, mais où il invitait tous les acteurs, aussi bien ceux des régions incriminées que ceux même qui commandent cette actualité, donc les acteurs politiques, à observer une certaine retenue, beaucoup de responsabilité dans le traitement de cette actualité-là. Quoique, bien entendu, il faille le souligner, cette condamnation est arrivée 4 jours après. Ouais. On aurait pu l'attendre plus tôt. Ouais. Alors, ça c'est donc un fait. Mais il y a donc la HAC qui, suivant, vous savez, c'est elle qui régule tout ce qui est communication en général, mais spécifiquement en période électorale. C'est aussi de son travail
de veiller au respect de l'éthos même de la communication en période électorale. Je pense que c'est ce qui a été fait dans ce communiqué où deux types d'acteurs sont interpellés. Les premiers, j'ai envie de dire, mais beaucoup trop souvent, parce que sur quelques 6 paragraphes, vous voyez les médias revenir au moins 4 fois. Le seul paragraphe qui est affecté, qui est attribué aux acteurs politiques, il n'y en a qu'un seul, pour ainsi dire, c'est là où on leur demande de faire preuve de responsabilité dans les discours qui incitent à la haine, à l'affrontement, les discours identitaires et sectaires. La HAC s'est donc fendue de ce communiqué-là pour demander à chacun de veiller au respect des principes. Ah, tu en diras ce que tu en penses tout à l'heure, Roby. En période mais encore une fois, laisse-lui, s'il te plaît. C'est très vague le communiqué de la HAC. Mon Dieu, tu voulais quoi que la HAC dise ne dites pas, ne ment pas. Exactement. Je voudrais qu'en cette période où quand même la crise va crescendo, qu'on soit beaucoup plus précis, que les mots qui sont utilisés. Qu'on aille te répertorier les mots. Oui, qu'on interdise aux acteurs politiques ou aux militants, etc. Une interdiction formelle sous peine de sanction de certains mots comme guerre, comme etc. C'est ce que je veux dire. On se cache toujours des formules. On se cache toujours des formules. T'as lu le communiqué ou pas du tout? Si. Tu l'as lu? Oui, c'est pour ça que j'ai dit que c'est vague. On se cache toujours derrière des formules linguiques et après derrière, la justice ne suit pas. Roby, lorsqu'il y a des discours. C'était juste une parenthèse. Voilà, merci beaucoup. Ouais, merci. Mais quand on. Elle est vague aussi, ta Absolument. Non, arrête. Je suis désolé. Non, il faut demander. Je pense que ce que Roby demande à la HAC, c'est de produire l'anti-lexique. Oui. Voilà, exactement. Je pense que c'est ce qu'il veut que la HAC produise. Non, ouais, c'est ça. Non, mais vas-y. Écoutez, c'est assez clair. C'est assez clair. Lorsqu'il y a profusion du nous dans un discours politique, il devient facilement, surtout dans notre contexte, il devient très identitaire. On vous dit évitez les discours identitaires, évitez les discours qui attisent à la haine et à la violence entre les différents partis. Je pense que les responsabilités sont très claires de ce point de vue-là. Et pour les médias, ce sont nos principes basiques qui sont évoqués. La question que je me pose, est-ce que cette année, la HAC a pu rééditer la charte des médias, ce code de bonne conduite pour les journalistes en période électorale? Je n'ai pas connaissance. Non, moi non plus. Moi non plus. Mais habituellement, avec Martine Condé, c'était un travail qui se faisait. C'était édité avec la collaboration de plusieurs partenaires. C'était démultiplié. Il y avait même une session de présentation de ce contenu. En termes de divulgation, il y avait même de la préparation des journalistes. Je me rappelle que plusieurs journalistes... Des sessions de formation organisées. Lamine, c'est là que je voulais terminer pour laisser les autres continuer. Il y a cet atelier de formation de formateurs pour responsabilité du journaliste en période électorale. Certains d'entre nous ont participé à cela. Le projet devait conduire à un déploiement sur le terrain pour former d'autres journalistes, qu'ils soient de Conakry et de l'intérieur du pays, aux bonnes pratiques professionnelles en période électorale, pour nous éviter justement certains commentaires tendancieux, et une certaine façon d'animer des débats interactifs qui peuvent conduire à des affrontements. Qu'est-ce qui en est fait aujourd'hui? Est-ce que financement avait été bouclé? Est-ce que le projet a été mis sur la table de Boubacar Yassine Diallo? A-t-il pu avoir le temps de mobiliser des fonds pour relancer un tel projet? Ça reste une question, mais encore une fois, ce communiqué, il fait bien devenir, mais il faut aller au-delà des communiqués, parce qu'on sait qu'en Guinée, communiquer, c'est pour vous qui allez lire. Je pense qu'il faut peut-être mettre le pied à l'étrier de tous ceux qui ont la main dans tout ça, pour aider à construire un processus électoral apaisé. Allez-y, mon cher Moïse, vous avez parcouru ce communiqué, vous aussi. Oui, je trouve que la HAC fait une sorte de déclaration de principe. Et elle est dans son rôle de rappeler certains principes qui permettent de réguler non seulement les médias, mais qui permettent aussi d'ancrer dans le comportement des journalistes une certaine dose d'éthique et de déontologie. Moi, je trouve que c'est son rôle. Mais lorsqu'on s'adresse aux journalistes, souvent on oublie que malheureusement, ces journalistes, pour la plupart, relaient des informations ou des propos tendancieux, des propos haineux qui sont tenus par des politiques. Justement. Donc nous amplifions.
Ouais, Nous un donnons, relais, hein. exactement, nous Ouais. amplifions, Ouais. nous faisons résonner cela dans les 4 coins du pays. Justement. Et c'est ce qui fait. C'est que- ça le danger. Exactement, la responsabilité du journaliste peut être pointée du doigt à ce niveau-là. Ouais. Je pense qu'il y a un travail. Mais non, c'est pas une non, information. non, il y a- C'est un- Roby, Roby, non, il y a- attention. Roby, il y a un petit souci. quand même. Non, mais Attention. Vous savez, Non, mais oui, justement. on a Allez-y. suivi une formation à l'étranger où on a C'est donné l'information. l'exemple du lorsque Rwanda. vous relayez les Non, propos d'un Toute S'il te plaît, information n'est pas bonne on à a- dire. on a- Toute justement. vérité n'est pas bonne à dire. Au Rwanda, à Kigali, au cours de cette formation, un monsieur a fait un témoignage. Au cours du génocide, il dit que lorsqu'il travaillait, il a eu des informations, c'était des faits. C'était des faits puisqu'il avait sur place un représentant, un correspondant, Parlez des propos. qui a vu une ethnie X massacrer une autre et qui a envoyé, tel que vu sur le terrain, qui a rapporté ces faits. Lui, à l'antenne, il n'a pas dit telle ethnie s'est attaquée à telle autre ou telle ethnie a tué telle autre. Il a pu parler de la violence qu'il y a eu et du nombre de morts. Ouais. Voilà comment est-ce qu'il a pu traiter. Je pense que si tu relais, tu dis, parce qu'il dit qu'il avait fait une fois et que ça avait produit les mêmes conséquences dans une autre partie de la ville. C'est à chaque fois qu'il disait un Hutu a tué un Tutsi, le lendemain, il y avait les mêmes représailles dans un autre coin de D'où la le ville. contexte. Exactement. Donc Ouais. je trouve qu'on ne prend pas tout pour mettre de façon crue à l'antenne. Effectivement. Il faut filtrer. Ouais. Il faut mettre ça sur une sorte de tamis. Il faut passer cela au laser, au microscope et mettre à la portée des auditeurs, des citoyens, ce qui peut ne pas créer une sorte d'embrasement. Parce que si cela est fait, je pense que la responsabilité sociale du journaliste est pointée du doigt et est engagée. Effectivement. Maintenant, il appartient aux partis politiques. Ouais. Parce que c'est là où le problème se Mais trouve. c'est fait à dessein Non, aussi. Lamine, il appartient aux partis politiques quand même de lire un peu leur code de bonne conduite là. Ça ne sert à rien. Je ne sais pas combien on dépense pour Ils le savent, pour Moussa. imprimer. Mais c'est ça, je dis, ils le font à dessein. pour En imprimer préparant ces cette livrets. émission, Dieu seul sait combien je me bagarre avec Tamba Oui, je sais, par mais- rapport mais Lamine, à certaines informations qu'on ne doit pas traiter à Oui, l'antenne. pourquoi je le dis, Lamine, ouais. on ne va pas traiter ces informations. Mais je voudrais quand même qu'on pointe du doigt les faits de façon générale Ouais. pour que l'on comprenne ce qui fait mal et ce qui peut créer un problème dans ce Ben pays. justement. Ce qui s'est passé en Moyenne-Guinée a été condamné dans ce studio. Oui. Ce qui se passe à Cancan est aussi grave Ouais. que ce qui s'est passé en Moyenne-Guinée. Ouais. Des citoyens qui y vivent depuis longtemps, parce qu'ils ont décidé de militer au sein d'un parti politique appelé UFDG. Je ne dis pas que c'est tel ou tel citoyen de tel parti qui allait saccager, mais je dis en m'en tenant au fait que leur domicile a été mis à sac. Le contenu emporté. Notre correspondant sur place est allé, il a vu, il a pu faire des témoignages. Quand ça intervient dans un contexte électoral, les premiers qui doivent intervenir, les premières personnes qui doivent prendre la parole, ce sont les responsables Politiques. du parti au pouvoir. Ouais. Parce que c'est le bastion du RPG. Ouais. C'est eux qui devraient prendre la parole pour appeler au calme et condamner ce qui est arrivé et les autorités préfectorales ensuite engager des président poursuites. l'a fait au palais. Engager des poursuites pour le faire. président l'a C'est fait au pourquoi palais. les discours creux. Oui, mais écoutez, ce qui s'est passé à Cancan, le président l'a fait, d'accord. Oui. En appelant au calme. il l'a Oui, fait mais au écoutez, palais. non. C'est un peu trop réducteur. Ah C'est ouais? un peu trop Le- réducteur. Ah ouais, non, Le Attendez, je finis, président, je finis. le président, au lieu de condamner, il agit. Le président il peut agir. Je finis, j'en ai pas pour longtemps. C'est trop réducteur de la gravité de la situation. Eh ben. Des hommes, des familles dorment à la belle étoile. Bien. Et ce qui est plus grave, Lamine, on finit parce que c'est normal, le bailleur met l'UFDG dehors de son siège. L'UFDG qui a un terrain, le leader de l'UFDG qui a un terrain à Cancan, il décide donc de faire des travaux pour construire une autre bâtisse. Eh bien, le chef de district, le chef de quartier dit, écoutez, moi, j'ai pas encore eu l'information, donc sur ton propre terrain, tu peux rien faire. Il faut pas seulement appeler à la paix de façon solennelle. Il faut agir Bien. sur le comportement de chaque citoyen. Merci Moi, beaucoup, c'est Moussa l'appel Moïse. que je lance au RPG. Dr Kassori Fofana, il a aussi appelé, il a dit une chose qui a sonné dans ma tête. Il a dit, chacun est libre d'aller voter pour qui il veut. Ce sont des déclarations qui quand même peuvent amener un apaisement. Mais dans le comportement des citoyens, des électeurs, des militants, des sympathisants, si cela n'est pas appliqué,
je pense qu'il appartient à l'autorité de notre pays d'agir et de prendre des dispositions. Ce qui s'est passé de l'autre côté ne doit pas rester impuni. Ce n'est pas normal. Allez, on parle de la RAC ce matin. Allez-y. Justement, il glisse toujours. Je pense juste une parenthèse pour dire que la paix... Un petit glissement de calendrier, nous sommes en période électorale. La paix, ce ne sont pas de simples mots. C'est un comportement. Il faudrait que chacun puisse adopter le comportement qu'il faut pour que nous puissions vivre en paix en cette période, parce qu'on en a besoin. Pour revenir au cas de la HAC Lamine, pourquoi la radio Mille Collines est devenue si tristement célèbre? Parce que à chaque fois qu'il y a un mauvais exemple sur la presse, on prend l'exemple sur cette radio. L'autocensure en journalisme, c'est bien permis. Quand on sait que, par exemple, en donnant une information que le pays peut s'embraser, on se passe de cette information. Évidemment. Parce qu'en tant que journaliste, on a une responsabilité de sauver la nation, de sauver des citoyens. C'est vrai que nous menons nos enquêtes. Tout ce qui concerne la corruption, la malgouvernance et tout, nous divulguons parce que nous voulons que les choses marchent, parce que nous voulons que les choses se passent bien. Mais quand il s'agit de la vie de la nation, quand il s'agit de faire en sorte que les choses ne basculent pas, notre responsabilité première est engagée. Voilà pourquoi je dis que la HAC, réellement, la HAC a fait ce qu'il faut. Non seulement en interpellant les journalistes, parce que c'est à nous de ne pas relayer certains termes, certains mots véhiculés par certains leaders politiques qui se disent qui sont incapables de défendre des projets de société, mais qui utilisent plutôt la communauté pour penser que c'est seule la communauté qu'il faut utiliser pour pouvoir obtenir gain de cause, pour pouvoir arriver au pouvoir. Alors qu'on peut passer par des projets qu'on a pu réaliser sur le terrain, ou bien par des projets qu'on veut réaliser sur le terrain, une fois au pouvoir, pour convaincre les populations, pour convaincre les citoyens. C'est à nous, journalistes, de se dire que pourquoi on s'interdit parfois de donner la parole à certaines personnes? Parce que quand nous avons des pyromanes qui ne disent rien pour calmer le pays, qu'à chaque fois qu'ils prennent la parole, la cité s'embrase, on n'est pas obligé de leur donner la parole. C'est pas une privation, c'est pas une atteinte à la liberté d'expression, mais c'est une façon de sauver la nation. Ça y va de notre responsabilité de journaliste. Je pense que c'est tout à fait normal. Ce qui devrait suivre, c'est la formation. Parce qu'on le dit le plus souvent, notre métier est en train de... Je sais pas, la situation se détériore dans le monde des médias, le monde des médias infesté, mais il faut faire suivre la formation. Il faut former les gens au fur et à mesure, parce que Lamine, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les journalistes qui ont fait des écoles de journalisme. Il y en a qui sont arrivés par passion et qui apprennent, qui au fur et à mesure dans le tas apprennent et ils réussissent il y en a qui réussissent parfaitement bien à s'accorder avec le métier et qui réussissent à suivre cette question d'éthique et de déontologie. Mais ce qu'on devrait faire aussi, c'est former les gens, leur dire ce qu'il faut faire, leur dire jusqu'où on peut aller, leur dire ce qu'il ne faut pas faire. Et je pense que la HAC, en plus de cette sortie, devrait se mettre à la tâche pour des formations afin que les gens qui sont... Parce que le journalisme en période électorale, c'est toujours très sensible, c'est toujours très difficile, la pratique est très difficile sur le terrain. Nous savons que d'habitude, avant les différentes synergies qu'on organise au niveau de l'organisation des différentes élections qu'on a vécues de par le passé, il y a des formations qui se font. C'est peut-être soit des institutions internationales qui le font, ou bien certaines organisations de la société civile. Mais la HAC aussi devrait essayer de voir s'il y a un partenariat possible avec ces institutions, former les journalistes, renforcer leurs capacités, pour même ceux qui sont sortis des écoles de journalisme, on peut toujours quelquefois s'écarter d'un chemin. Il faut les ramener sur le droit chemin, leur dire qu'on est en période sensible et que 2020 est une année très sensible, différente des autres qu'on a vécues, et qu'il faudrait faire très attention pour qu'on puisse s'en sortir. Parce que les politiques, eux, parfois, on dirait qu'ils s'en foutent. Non, mais ils s'en foutent pas, c'est fait à dessein en fait. Justement, c'est fait à dessein. Donc voilà, et les réseaux sociaux aussi n'aident pas quelque part. Justement, Donc, il ne faudrait pas que nous, on soit comme les réseaux sociaux. Il ne faudrait pas qu'on les aide à aller dans ce sens. Voilà, bien si. Allez-y, Ahmed Kourouma. D'abord, moi je trouve ça beau, cette autoflagellation, ce mea culpa de la part des journalistes. Je pense que la tâche première incombe d'abord au discours des hommes politiques. C'est eux qui sont censés nous guider, donner le pas et avoir un discours raisonné, raisonnable et intelligent. Ça, c'est la première des choses. Tu parlais, Lamine, tout à l'heure des réseaux sociaux. Moi, j'ai un petit coup de gueule à passer ce matin. Il y a une demoiselle qui, ce week-end, ou plutôt pendant l'Independence Day, s'est photographiée avec, parmi les tas d'ordures, parmi ceci. Elle a montré à nos concitoyens, de manière intelligente, son quotidien. Et comme disait Confucius, une image vaut 1000 mots. Et puis, j'ai vu sur les réseaux sociaux, cette demoiselle a reçu des menaces de mort,
des insultes, alors qu'elle mène juste un combat social. Elle a montré son quotidien de femme de Guinéenne ordinaire. Voilà aussi, il faut aussi que nos concitoyens apprennent à être tolérants. Et puis alors, moi je suis absolument d'accord avec mon ami Roby. Le communiqué de la Hague, pour moi, est un communiqué de façade. Il faut qu'ils aillent beaucoup plus loin dans l'idée de faire comprendre non seulement aux journalistes, mais aussi aux hommes politiques de ce pays qu'ils ne peuvent plus continuer, à cacher leur médiocrité, leur non-programme derrière des discours belliqueux, ethniques et qui amènent au non-vivre ensemble. Il faut, et là où je demande aussi, où je fais un appel aux journalistes, il faut, vous savez, on est ce qu'on appelle le 4e pouvoir. Il faut que les journalistes apprennent à boycotter tout homme politique qui aurait un discours haineux, un discours appelant à la haine. Et pour finir, dans ce marasme et j'ai quand même une lueur d'espoir. Moi, personnellement, je tiens quand même à saluer l'effort. C'est un petit effort, mais il est là, du président de la République qui a ce week-end, sur RFI, sur les ondes, a appelé ses militants à se calmer. Et ça, c'est quand même une petite lueur d'espoir. Bien. Voilà. Allez-y, mon cher Roby. Ce qu'on a reproché à Ousmane Gawal, c'est d'avoir procédé à une condamnation de principe vis-à-vis de l'acte qui s'est passé à la baie. On lui a demandé d'être beaucoup plus précis dans la condamnation. C'était pourquoi ? C'était pour amener le politicien à reconnaître effectivement sur les faits que ce qui s'est passé à la baie n'était pas normal. Le communiqué de la Hague parlant de non-utilisation des paroles qui incitent, c'est un communiqué connu. Ce langage, il est pas un langage fait dans le contexte guinéen, c'est un langage qu'on utilise partout dans le monde, aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, en période d'échauffourée. Ça, c'est des langages. Dans le contexte guinéen, on a des cas particuliers qui sont de nature à embraser le pays, l'utilisation de certains termes. Lorsqu'un militant se cache derrière, par exemple, un militant, je ne vais pas utiliser le mot parce que moi-même je demande à ce qu'on interdise, qu'un militant utilise le terme d'un nom ethnique pour condamner un autre militant qui aurait fait un autre acte. Vous mettez ça sur quel principe ? Il a parlé d'ethnie. Il n'a pas insulté. Alors, ce sont des mots pareils qui, ma foi, ne sont pas foncièrement dangereux en période de paix, mais en période électorale, ce sont des mots qui ramènent à la révolte, ce sont des mots qui ramènent à la braise, vous comprenez ? Donc pour moi, la Hague devait être beaucoup plus précis, faire une analyse beaucoup plus intelligente de notre situation, le contextualiser et aller plus fort dans le communiqué en interdisant même l'utilisation de certains mots, de certaines identités, ramenant à la condamnation de toute personne qui l'aurait utilisé, et que ce soit dans les médias ou que ce soit dans les réseaux, sur les réseaux sociaux. Donc pour moi, je veux dire que le communiqué de la Hague, c'est un communiqué qui est bienvenu, mais le contenu, il manque beaucoup de choses. Je pense qu'il faut revoir. Bien, vous êtes chez les GG. Bon appétit. Merci beaucoup, bonne soirée. C'est là, c'est chaud. Tu t'es fait quoi, toi? Oh, ananas, pepperoni, sauce Dallas, c'est pour les rôtis. Sur ma pizza, j'ai des oignons, des tomates fraîches et des lardons. Et du miel aussi. Créez votre pizza comme ça vous chante, en exclusivité sur Domino's.fr. Domino's. Moi, j'ai pris une margarita. Et merci à vous qui nous rejoignez sur cette chaîne. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Vous nous écoutez du côté de Mamou sur cette radio 95 à modulation de fréquence, évidemment Fraternité FM du côté de Mamou. Bienvenue à vous qui nous rejoignez du côté de l'Abbé. Vous êtes à Cancan, vous êtes du côté de Kindia. Merci de votre fidélité. À la une, en Guinée, le climat politique et social sent le soufre, il le dit ce matin, à force de violence physique et verbale, fréquemment arbitraire. Les lignes tenues donc par les acteurs sociopolitiques ont fini par se réduire. L'avenir brumeux, les voies de la paix étouffées. La Guinée entre donc dans une période électorale difficile et fort cruciale pour l'avenir de la nation et de la démocratie. À 2 semaines donc du scrutin présidentiel, les réserves sur le processus électoral, parfois vertement exprimées, semblent nourrir ici ou là quelques excès évocateurs comme en Moyenne-Guinée, en Haute-Guinée, les jours passés. Comment assurer donc à la Guinée un processus électoral apaisé? Nous posons cette question ce matin chez les GG. Que peut-on attendre de chaque acteur engagé dans le processus? Khalifa Gassama Diaby, il est activiste, ancien ministre de la République. Il sera notre invité ce matin chez les GG. Continuez à réagir. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages un peu plus tard dans notre émission Les GG. On parle de cette journée, mon cher Moussa Moïse, on parle des enseignants, mon cher ami.
Voilà. Ah ben voilà. Il est complètement à côté de la plaque pour une fois. Hein. C'est bien la journée mondiale de l'enseignant. Vous avez certainement aussi suivi les sorties à cet effet de Souma, Aboubacar Souma, justement, ouais. Aboubacar Souma qui s'était un peu fait oublier ces derniers temps. Et donc, qui revient justement sur son avis, sur sa lecture du métier d'enseignant en République de Guinée. Il n'oublie pas, ça c'est sans surprise. 8 millions. C'est 8 millions, ouais, il ne les oublie pas. Et justement, il en profite pour aller à charge contre le pouvoir. Vous nous demandez d'aller faire campagne pour vous, pendant que vous nous avez affamés, pendant que vous nous avez brimés, pendant que vous nous avez emprisonnés. Il a tout un lexique pour décrire la situation qu'ils ont traversée pendant ces grands moments de grève. Il revient là-dessus et à la fin, il dit « Mais vous ne pouvez pas nous demander d'aller soutenir un tel candidat » avant de souligner que s'il avait eu ces 8 millions à lui, c'est sans demander qu'il serait en tête de la campagne en faveur du président Alpha Condé. Bon, c'est un pan du commentaire que je ne vais pas commenter, moi de mon côté, mais pour revenir justement à la situation de l'enseignant guinéen. Vous savez, c'est vrai, on revient souvent sur le niveau des enseignants, donc sur les qualifications de l'enseignant guinéen. On lui fait porter le poids des échecs scolaires, du niveau qui est en chute libre. On évoque tout ceci pour parler d'un métier, pour ainsi dire, qui n'est pas du tout gratifié. Déjà même dans l'imaginaire guinéen. Dans l'imaginaire guinéen, c'est un métier, c'est vrai, on dit l'enseignant, c'est noble, un métier noble. Mais je vais vous dire une chose, vous questionnez le commun de l'imaginaire guinéen, on va vous dire, l'enseignement n'est pas noble du tout. Justement. Ça fait penser à ce documentaire exceptionnel hier sur Espace TV, Les Oubliés de la République, où ça se passait du côté de Malantan, je pense, où un enseignant qui était ici du côté de Kaloum, qui s'est retrouvé de ce côté. Si ce n'est pas la passion, jamais il serait de ce côté. C'est juste, en fait, à décrire combien c'est difficile aujourd'hui d'être enseignant. Et moi, je veux quand même, je veux quand même souligner ça. Je veux quand même souligner ça en prenant la parole, en parlant des enseignants ce matin. Donc, au-delà de tout ce que l'on dit d'eux, ça reste quand même un corps qui, pour ainsi dire, donne un peu plus que les autres à la nation guinéenne. Parce que vous savez, l'éducation, les compétences, toute la nation est transmise grâce à leur travail. Les valeurs de la République, ces grands principes qui sont brandis en période électorale, ça et là, dans les médias un peu partout, ces grands politologues qui viennent nous parler de la République, tout ceci le sont grâce au travail de ces enseignants qui sont de plus en plus rabaissés aujourd'hui dans notre société. Mais Lamine, vous savez, il y a plusieurs paliers de l'enseignant aujourd'hui. Je parle même pas du supérieur, mais d'une façon générale, il y a ceux qui ont un contrat bien défini, qui sont fonctionnaires de la nation. Il y a des contractuels, donc sur base de période, ils ont un engagement avec l'État guinéen. Il y a des vacataires. Vacataire, le mot, même moi, il ne me plaît pas. Je ne sais pas si ça vous fait le même effet quand on dit Lamine, tu es un journaliste vacataire. Ou les intermittents. C'est pas. Tu peux mettre le cas, parce que là, ça fait très mal. Hein, voilà. Donc, mais excuse-moi, Tamba, c'est mon cas. Je suis un journaliste précaire, vacataire. Attends, non, je tiens à le dire. Non, je suis un journaliste précaire, vacataire et paupérisé par monsieur Lamine Guirassi. Je tiens à le signaler. Ah bon, merci. On reviendra là-dessus. Donc, il y a donc ce terme d'enseignant vacataire, vous savez. Il faut le dire même que c'est un journaliste vagabond. Des grandes gueules. Là, tu allais chercher ça. Hein. Bah oui. Mon nom, il a ruminé celle-là. C'est pas une doléance, mais si on pouvait changer vacataire, au moins, ils allaient se calmer. Au moins, ça rime bien. C'est pas gratifiant comme métier, quoi. Ouais, j'ai bien compris. On dit un enseignant vacataire. Un enseignant vagabond. En vacances, quoi. Toi, c'est quand les autres sont en vacances ou quand il y a un trou quelque part, on dit bon, on a besoin de enfin, si c'est moi qui interprète normalement mal, c'est suppléant. Mais moi, c'est pourquoi je dis quand il y a un trou, à ce moment, on a besoin de toi. Utilisons le mot suppléant. Mais Lamine, au-delà il y a un autre corps d'enseignants sur lesquels on ne revient pas souvent. C'est les enseignants communautaires. Tous les autres, là, quand ils s'engagent, ils s'attendent à quelque chose. Effectivement. Les enseignants communautaires,
plus ton village est pauvre, le village dans lequel tu enseignes, il est pauvre, plus ta bourse est maigre. Ouais. Parce que ce sont les enseignants que la communauté supporte. Effectivement. On a posé la question la dernière fois au ministre. Exactement. Quand il est passé chez les GG. Parfois, ces enseignants-là, on ne leur paie pas toujours en liquidité. Si on a du riz, bon, apportez à l'enseignant. Si on a du manioc comme en Haute-Guinée ou de l'igname, apportez ça à l'enseignant. L'école Caramon. Donc on le prend. L'école Caramon. Tu vois, en fait, il n'y a rien de garanti. Toi, c'est au jour le jour. Comme on dit, à chaque jour suffit sa peine. Oui. Si ça va pour la communauté, ça va pour toi. Mais si, comme c'est le cas souvent en Moyenne-Guinée, il y a des feux de brousse qui viennent ravager le village, mon ami, pour toi, c'est cuit. Parce que tout ce que les gens auraient pu, parce que c'est du grignotage. On prend un peu chez soi, dans tel grenier, on dit on donne à cet enseignant. C'est des enseignants qui subissent. Et puis, il y a un autre volet qu'on n'évoque pas souvent, je ne sais pas comment ça fonctionne de ce côté, mais quand il y a du nomadisme ancré dans les habitudes de certaines communautés, comme c'est le cas de certaines parties de la Guinée, en fait, l'enseignant suit. L'enseignant communautaire, il suit les enfants. Effectivement. J'ai vu ça dans les territoires. De village en village. Exactement, sahéliens. Il les suit en brousse, en fait. Il les enseigne au gré du parcours de son bétail, du cheptel. Donc, il y a des enseignants, enfin, il y a des populations qui ne sont pas sédentarisées. Mais non, il parle du nomadisme. Il y a des populations qui ne sont pas sédentarisées. Quand vous êtes éleveur, quand vous êtes berger, c'est comme ça. L'enseignant est obligé de vous suivre, sinon, c'est une année perdue. Ces enseignants-là, il faut vraiment mûrir la réflexion sur leur situation pour voir comment prendre soin d'eux. Parce qu'ils sentent aussi une vie, eux-mêmes ils sentent une vie. Évidemment, ils ont de la famille, ils ont tout ce que vous savez, ils ont une vie sociale. Qu'est-ce qu'on en fait? Je pense que c'est une question qui mérite d'être mûrie. C'est les enseignants touristes. Comment ils décrivent ça? C'est incroyable, hein, Tamba. Hein. Voilà, allez-y, mon cher ami. Je pense que, quoi qu'affaibli, Abaka Souma, vous avez vu dans quelle posture? Pourquoi tu te penches comme ça? Un petit peu, Moussa, s'il te plaît. Non, mais c'était micro. Il m'a donné un micro-nez. Les grandes que c'est à ma dimension, c'est à ma taille. Voilà, exactement. C'est une ségrégation, ça. C'est du racisme. Oui, à la taille, bien sûr. Pourtant, il te va bien le micro. Une discrimination fondée. C'est pas possible. Allez-y, sur la taille. Voilà, allez-y, Moussa. Voilà. Fermez mon micro. Voilà. Alors, donc, je disais que. Micro nain. Oui, c'est incroyable. Quoi qu'affaibli, Abaka Souma a raison de croire encore au combat qu'il a mené au nom des enseignants de notre pays. Mais qu'il aille jusqu'à dire que s'il avait obtenu les 8 millions pour les enseignants, il serait à la tête de la campagne pour le RPG Arc-en-Ciel, pour la réélection du président Alpha Condé à 3e mandat. Je trouve que là, ça glisse. C'est pas du tout normal. Du tout. Vous savez, il y a une remarque qu'on ne fait pas souvent, c'est que souvent ceux qui dénoncent la corruption, ceux qui dénoncent les détournements, ils le dénoncent parce qu'ils ne sont pas associés. Parce qu'ils ne sont pas dedans. Ils traitent les autres d'égoïstes. Exactement. Quand ils sont dedans, eh ben, c'est dans l'ordre du normal. C'est dans l'ordre du commun des mortels. Donc, donc tout va bien. Quand on est de l'autre côté, qu'on n'est pas en train de manger, mais c'est pas normal ce qui se passe. On dit, mais viens manger. Il mange, il dit, mais ça va. Pourquoi râler tout le temps? Je pense que c'est une mauvaise forme de communication, c'est pas normal. L'enseignant est noble. Je ne vais pas apprendre cela à Abaka Souma. Il a été droit dans ses bottes depuis que ça a commencé. Tu n'as pas encore tes 8 millions. Continue de revendiquer, bien entendu, en prenant en compte l'intérêt non seulement des enfants, mais aussi des parents d'élèves qui ont beaucoup souffert de toutes ces séries de grèves-là. Mais il ne faudrait pas monnayer cela par une quelconque, un quelconque appât que l'État peut te donner ou le parti au pouvoir peut te donner afin de battre campagne. Il faut croire en ses convictions, c'est normal. Deuxièmement, moi je trouve, tu vas parler après, allez-y. Voilà, moi on ne monnaie pas ses convictions. Ce n'est pas du tout normal. Moi par ailleurs, je veux insister sur les structures. Dans quel temple du savoir on dispense l'enseignement, on dispense le savoir? Est-ce que vous avez vu, on a fait un grand format sur Espace TV à Conakry. Vous avez de ces écoles mais qui ne ressemblent à tout sauf aux écoles. Ça ressemble à tout sauf une école. Vous avez
Non, je ne parle pas de latrine, parce que depuis qu'on était à l'école primaire, vous savez, c'était rare d'aller dans les latrines. On n'y allait pas du tout. Mais Lamine, vous avez des écoles ici, publiques, je parle des écoles publiques, où les élèves sont obligés en saison des pluies d'occuper une partie de la salle. C'est-à-dire, l'élève, quand il expliquait, je n'ai pas cru au journal. Il dit, quand il pleut, cette partie, on libère de la classe. C'est-à-dire, vous sentez que la partie là est humide, et l'autre partie est sèche. Donc, ils sont obligés de faire des va-et-vient dans les salles de classe. Les écoles aussi doivent ressembler, doivent avoir une sorte d'atmosphère susceptible de permettre à l'enseignant d'être à l'aise, d'être en harmonie avec son savoir, et aux élèves aussi d'être dans des prédispositions psychologiques pour recevoir ce savoir. Mais lorsque vous êtes dans la crasse, Lamine, ceux qui rentrent, ça va être tel des ordures, c'est pas du tout normal. Je pense qu'à ce niveau, l'État doit fournir des efforts pour quand même chaque année mettre en place un système qui permettra de l'identification de ces écoles, ici comme à l'intérieur du pays, et permettre de dégager des fonds pour que ces écoles-là soient rénovées. Parce que autant on dit que le niveau n'est pas bon, mais si le peu qui est enseigné dans ces conditions insalubres, je pense que rien du tout n'entrera dans la tête de ces enfants-là, de ces élèves. Voilà, lui il parle d'insalubrité, de salubrité. Une journée particulière, on a dit, Madame Hiro, à part les enseignants communautaires, elle l'a dit en bas, que peut-on retenir d'autre? Lamine, au-delà, je vais parler avec le micro-nain. Au-delà de toutes ces conditions de vie dont on vient de parler, parce qu'il faut le dire, Lamine, moi je pense quelquefois à certains enseignants qui étaient obligés d'avoir un petit commerce à côté des gens qui nous ont enseigné en fait, parce qu'ils ne pouvaient pas s'en sortir avec les salaires qu'on leur donnait. Et je pense à cela aujourd'hui, à ceux qui continuent d'être dans les salles de classe, avec le niveau de vie du Guinéen, avec quand vous voyez l'inflation, je me demande comment certains pères de famille, parce que vous savez que ici parfois il y a des familles élargies, je me demande comment certains s'en sortent. Mais à part cela, moi j'aimerais toucher du doigt la formation des enseignants, la formation continue des enseignants, parce que vous voyez à quel point le niveau est en train de baisser. Vous voyez à quel point nos enfants quelquefois, quand tu parles avec un jeune qui est à l'université, tu te demandes mais par où est-il passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que généralement, on massacre la formation de base. Le primaire, quand vous ratez le primaire, quand vous ratez les 3 premières années, c'est foutu, Lamine. Parce que l'écriture, la lecture, les calculs, c'est en fait, avant, on évaluait au niveau de la 3e année, de la 2e année. En fait, au niveau de la 2e année, on évaluait pour savoir si vous savez lire, si vous avez un certain niveau en calcul, en écriture, pour que vous passiez en 3e année. Si ce n'était pas possible, on vous maintenait dans cette salle de classe. Ce qui fait que ça ne se fait plus. Aujourd'hui, il y a des parents qui ne peuvent pas gober le fait que leur enfant puisse redoubler une classe. C'est pour dire que il y a une certaine responsabilité des parents aussi qu'on peut... on peut leur imputer ce niveau bas aussi des enfants, parce qu'il y en a qui pensent que oui, il faut simplement avancer, même si le niveau n'est pas là. Mais la rigueur devrait être à quel niveau? Le recrutement. On ne devrait pas prendre n'importe qui dans l'enseignement. Parce qu'il y a des écoles quand même qui forment les enseignants tels que l'ISEG ici, tels que les ENI. Les enseignants devraient sortir de ces écoles-là, parce que là-bas, on leur enseigne la pédagogie. Comment enseigner, comment se tenir devant un enfant, comment parler à un enfant, comment faire en sorte que les enfants puissent comprendre les cours que vous leur donnez. Mais n'importe qui peut se retrouver avec ces questions d'affinité. Il suffit juste d'avoir une relation quelque part pour qu'on vous intègre à la fonction publique avec, je ne sais pas, le département que vous voulez. Beaucoup se retrouvent à l'enseignement comme ça. On a vu le cas des enseignants contractuels à un moment donné, Lamine, avec la grève du SLEG. Des enseignants se sont retrouvés dans des salles de classe, des enseignants contractuels qui ne pouvaient pas dire une phrase correcte devant les enfants. Et les responsables des écoles étaient obligés, parce que c'est des gens qui leur avaient été parachutés. Ils ne pouvaient pas les chasser, mais pourtant il fallait que les cours se déroulent, ils étaient obligés de faire avec. Donc, je pense que cette magouille-là devrait exister partout, sauf dans l'enseignement. Sauf dans l'enseignement, dans la médecine et dans l'armée. On ne peut pas mettre n'importe qui dans ces corps-là. Parce que sinon, dans l'enseignement, vous tuez carrément, comme on appelle toute une nation. Absolument. Des enfants qui sont mal formés, c'est une nation. Vous voyez comment ça se passe.
partout, le manque de civisme partout, comment on appelle, les cours d'éducation civique qu'on devrait donner à l'école, on ne les donne pas parce que généralement, c'est des matières qui sont banalisées. On peut donner ça à n'importe qui parce que oui, on sait que ce n'est pas important. Alors que c'est l'une des matières les plus importantes parce que le savoir-vivre, le savoir-être dans la vie, il faut l'apprendre à l'école. Voilà. Journée mondiale particulière, mon cher Ahmed Kourouma. Oui, bien d'abord, moi je tiens à rendre hommage à tous ces enseignants qui enseignent à nos enfants avec bon an, mal an, avec toutes les péripéties, le non-respect qu'ils ont subi ces 2 dernières années. Après, oui, Madame Hiro, vous avez raison, la primauté, le premier contact qu'un enfant a avec le savoir, c'est l'enseignant. Et la pédagogie n'y est pas. Je vous donne un exemple que j'avais donné au ministre lorsqu'on l'avait interviewé ici. Lorsqu'un enfant rentre à l'école, il y a tout un mécanisme qu'on doit lui apprendre. C'est-à-dire, par exemple, pour écrire, on passe par le dessin. C'est important. Et toute cette pédagogie-là n'existe pas, malheureusement, dans notre pays. Et puis alors, je vais vous dire une chose. Moi, j'en ai soupé, là, de vos mots, Moussa Moïse. Les enseignants, c'est un noble machin. Les enseignants, ils ont aussi besoin de bouffer. Ils ont aussi besoin d'avoir une voiture. Ils ont aussi besoin d'avoir une télé. Ils ont aussi besoin d'avoir... Non, laisse-moi finir. Ils ont aussi besoin d'avoir d'avoir des loisirs. L'État, laisse-moi finir. À l'heure où la planche à billets tourne à fond, à l'heure où l'inflation est galopante, il est temps que ces petits métiers-là, parce que ce matin aussi on a parlé des artisans, il est temps que ces petits métiers-là soient revalorisés, parce que je suis désolé, je vais citer Madame Hiro, mais l'enseignement, les enseignants, c'est eux qui forment une nation, des générations et des générations. Merci beaucoup, mon cher Ahmed Kourouma. Ahmed, il va falloir que je reprenne ma place, parce qu'en queue de peloton, t'as plus trop de temps de parole. Hein. Ouais. Quand je vous entends parler des enseignants, à part en bas, quasiment tout le monde a réduit l'enseignement au contexte de Conakry. Difficultés au contexte de Conakry. Mais non, on a parlé des communautés. Ahmed Camara. Mais à l'intérieur, la situation est encore pire. On parle d'écriture, dessin, truc. Le mec à l'intérieur, là, je sais pas dans quel village, vous pensez qu'il passe à dessin, écriture ou quoi? Non, il connaît même pas. Le temps qu'il prend en enseignement est tellement petit par rapport au temps qu'il prend à aller aux travaux champêtres ou à aller à la chasse pour pouvoir quand même nourrir ça. Il y a des enseignants chasseurs, je vous le rappelle. Il y a des enseignants agriculteurs à leur temps libre, ils sont chasseurs à leur temps libre, ils sont d'autres métiers à leur temps libre parce que tout simplement, il faut faire... Bien. On va revenir au but. Voilà, c'est ce que je disais, le temps... Tu vas continuer, évidemment. Désormais, on a notre Zemmour ici dans ce studio. Allez, on revient à 10h. Les M&M's Crispy sont là. Non, enfin, qu'est-ce que tu fais, Jaune? Tu m'as dit de dire au monde entier que les M&M's Crispy sont là. Oh, je voulais dire à tout le monde. Ah, les M&M's Crispy sont là. Les M&M's Crispy sont là. Une couche de chocolat sur un cœur de riz soufflé, M&M's Crispy. Les M&M's légers et croustillants.